Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le parcours de Maïssa Mustafa qui va nous parler de sa passion pour l'Égypte, l'égyptologie et également pour notre patrimoine. C'est vrai que la période de l'enfance marque la vie pour toujours. Maïssa Mustafa se rappelle de son enfance. Oh là là, c'est un peu loin là, mais je vais essayer de me rappeler. Mon enfance, c'était à Héliopolis, ensuite c'était à Mohandessine. J'étais à l'école lycée français d'Héliopolis, ensuite de Zamalek. Et c'était, à mon avis, ce que je rappelle de mon enfance, c'était une bonne enfance là. Mais je suis née dans une famille de pharmaciens. Mes parents, mes tantes, mes oncles, mes cousins, tout ce que tu peux imaginer de la famille. Alors, j'étais orientée d'être une pharmacienne comme toute la famille. Pourtant, mon père, ce que je me rappelle, que mon père, il adorait de voyager et il était le fondateur d'un club pour les pharmaciens. C'est-à-dire, on avait la pharmacie, il travaillait au gouvernement dans la section des médicaments, l'exportation aux pays arabes surtout. Et à cause de sa carrière, il a fait le tour du monde parce qu'il travaillait dans l'exportation des médicaments. Et c'était toujours pour l'État, certainement. C'est l'époque des années 60, 70. Et notamment, il aimait beaucoup voyager. Et je crois qu'il nous a transmis cette passion-là. Et par conséquent, il a fondé un club pour ses collègues et ses amis qui s'appelle le Club des pharmaciens. Et avec ce club-là, on a visité l'Égypte tout entière, même avant l'idée de découvrir le pays. C'est-à-dire, on allait à la Mer Rouge avant qu'il y avait la ville qui s'appelait vraiment Hurghada avec ses hôtels de 5 étoiles. On allait faire des campings dans le désert. J'ai visité Luxor à Aswan plusieurs fois quand j'étais à l'école primaire. Alors, il était un peu pharmacien, guide, voyageur. Pourquoi elle a fait ce choix d'être guide touristique? J'ai pas choisi, j'étais orientée. C'est comme ça. Ma sœur aînée, elle était à la faculté, elle est entrée à la faculté de la pharmacie. Et moi, par conséquent, je dois m'en aller aussi. Alors, je suis allée, j'ai eu un très bon pourcentage au bac et je suis entrée à l'université du Caire, pharmacie. Je suis restée 4 mois, jusqu'au fin du premier semestre. Et tout à coup, là, il y a une étincelle dans mon esprit. C'est pas ce que je veux faire dans ma vie. Et j'ai décidé d'être guide touristique. Et c'était la révolution. La première révolution de ma vie, là, à l'âge de 17 ans. Mon père, c'est le chef même de l'union, du syndicat des pharmaciens, ma mère, etc. Tout ce que j'aurais déjà raconté. Alors, comment tu vas faire? Et à ce moment-là, la faculté de tourisme, je parle des années 81, 82, c'était la faculté des enfants gâtés. Les enfants qui n'ont pas des bonnes notes au bac. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Ils ont refusé, mais j'ai décidé et je l'ai fait. Et ils ont enfin accepté. Comment Maïssa Mustafa a fait-elle le choix de ses études universitaires? Parce que mon père, il était comme ça, sans qu'il se rende compte dans son âme. Je me rappelle très bien quand on faisait les voyages avec lui, celui qui prend le micro dans le bus, c'est lui qui nous explique tout. C'est lui qui aime, qui avait la passion de découvrir. Et je crois que j'ai bu ça, il m'a inspiré ça sans on se rend compte, tous les deux. Alors c'est automatique. Et pour une autre raison, c'est à cause du cinéma aussi. Le cinéma, il y a des films qui m'ont tellement marqué. Euh, tu sais, les années 60, les beaux films qui font la publicité de l'Égypte,
comme الأيدي الناعمة de توفيق الحكيم, par exemple, غرام في الكرنك, الحقيقة العارية, tous ces films-là, et les protagonistes, les héros, les héroïnes étaient des guides. Et moi, j'adore l'histoire. C'était toujours une des matières les plus préférées à l'école. C'est-à-dire, moi, je me rappelle très bien, au premier secondaire, on prenait l'histoire de la renaissance de l'Europe et c'était très difficile. Martin Luther King, l'art, Michelangelo et tout ça. Toute la classe a échoué. Les notes, c'était sur 20 et moi, j'ai eu 19 sur 20. Alors, c'était ma passion. Il paraît que j'aimais l'histoire. Histoire, voyager, mon amour pour mon père. J'ai pas du tout aimé la faculté de la pharmacie, les laboratoires et tout ça. Pourtant, j'aimais la chimie et la biologie. Mais l'ambiance de l'université, à ce moment-là, je ne l'ai pas aimée. Alors, c'était quelque chose du ciel. Ce n'était pas de moi. C'était une idée qui venait. Influencé par l'amour de son père pour l'Égypte, pour l'histoire et pour le cinéma, Maïssa Mostapha a décidé d'être guide touristique et de continuer avec la même passion. Tout à fait, et je peux aussi ajouter ma prof de français. Ma prof de français, c'est quelqu'un qui m'a tellement marqué, Madame Hoda Saraguddin, elle est décédée maintenant. Elle est la sœur de Smaïl Saraguddin, qui était le chef, le président de la bibliothèque d'Alexandrie. C'est elle qui a décidé de nous emmener à l'école pour faire des visites au Caire islamique que j'ai jamais vues avant. Et c'est-à-dire pas seulement la citadelle que tout le monde connaît, mais aussi Ibn Touloun, Gaïr Anderson, les petites maisons historiques. Et j'avais l'âge de 12 ans, 13 ans. J'avais de la chance parce que quand j'ai terminé l'université, c'était vraiment une période de booming du tourisme. Avant, le tourisme en Égypte existait bien sûr, mais pas du tourisme, mais du tourisme charter, je voudrais dire ça. Avant, c'était des petits groupes qui venaient en Égypte, des groupes à la carte. Le tourisme, c'était pas un des revenus très importants pour le pays, mais dans les années 80, c'est changé. Et il n'y avait pas assez de guides par rapport aux gens qui voulaient venir en Égypte. C'est pour cela, dès que j'ai terminé les études, les agences de voyage nous appelaient eux-mêmes. C'est-à-dire, on faisait seulement un tour pour faire la connaissance, on laisse nos cartes, tout ça. Seulement, allez, il faut travailler même sans faire stage, sans faire entraînement. Alors, on nous a jetés dans la mer. Et c'était une chose fantastique, c'était très effrayant. J'ai passé les 2 premières années de ma carrière avec 2 grandes valises, des livres et des livres et des livres, lire sans arrêt, lire sans cesse, écouter les autres guides les plus âgés, qui ont plus d'expérience, parce que les agences de voyage ne voulaient pas qu'on s'arrête. C'est le grand mouvement de tourisme. Découvrons ensemble son premier tour avec des touristes. Je me rappelle très bien de mon premier tour, c'était 4 jours. C'était un bateau qui s'appelle Hotep. C'était le début du tourisme de croisière sur le Nil. Pas le début, il y en avait déjà, mais très peu de bateaux. C'est-à-dire, dès que j'ai commencé, il y avait 10-15 bateaux qui font les croisières. Et au fur et à mesure, ça commençait d'être augmenté. Alors, j'ai commencé 4 jours. C'était ce qu'on appelle une courte croisière sur le Nil. J'avais une famille, des Français avec moi, c'est-à-dire c'était 3 générations, si je me rappelle. Et
Ils étaient très gentils avec moi et ça, c'est c'est la chance, c'est la bonne chance. Et voilà, je l'ai fait, j'ai passé le premier examen avec un succès. Ça a continué, oui, je travaillais toujours comme guide, mais j'ai travaillé d'autres choses aussi à côté à partir de 2000. Alors, ce sont des phases comme ça, tu vois. Parce que le travail comme guide, c'est une profession libérale. C'est-à-dire, c'est moi qui choisis les dates. C'est ce qui est très beau dans ce travail-là. Il y a un pour et un contre là. Un pour, tu peux choisir, un contre, quelquefois, quand tu veux choisir, il n'y a pas de travail. Alors, il y a toujours un risque. Mais quand même, ça me convient avec mon caractère, avec ma personnalité. J'aime être libre. En 2002, exactement, je réalisais que je veux faire quelque chose, des recherches surtout, mais un travail qui a certaines évolutions aussi. Une certaine, pas hiérarchie, mais je sais que j'ajoute quelque chose de plus. Parce que tu sais, guide, c'est fantastique, tu apprends beaucoup de choses, tu apprends sur le plan humain aussi, tu apprends des gens, des autres gens, mais de point de vue information, de point de vue, comment on dit, améliorer ton niveau scientifique ou ton niveau intellectuel, je veux dire intellectuel. C'est pour cela que j'ai pensé de travailler à la bibliothèque d'Alexandrie en 2002 et dans la documentation des antiquités égyptiennes. C'était un des centres attachés, qui n'était pas à la bibliothèque d'Alexandrie, c'est au Caire. C'était au ministre, c'était je crois au ministère des Informations tout d'abord. Après ça, en 2005, ce centre-là est devenu attaché à la bibliothèque d'Alexandrie. Il s'appelle CalCNet, Cultural Center of Documentation of Culture and Natural Heritage. Heritage, alors, c'est le patrimoine en français. Et c'est la première fois que je commence d'entendre le mot patrimoine. Et la différence entre monument, histoire, patrimoine. Et j'ai travaillé à ce moment-là parce que j'ai de bonnes relations dans les musées, sur les sites, d'aller de voir les documents anciens, par exemple, les objets ont été entrés dans le musée au début du XXe siècle, quels sont les numéros qui sont déjà pris pour chaque objet, la description de chaque objet. C'était très intéressant pour moi parce que je visitais toujours le musée dans les parties supérieures, là où il y a les objets, il y a les vitrines. J'ai jamais descendu pour voir le souterrain, qu'est-ce qu'il y a, les réserves d'entrer dans la bibliothèque du musée ou dans les sites. Alors je voyais un autre côté des monuments égyptiens que je ne connais pas du tout. Et je commençais de faire ça, c'était ce qu'on appelle le digital ou numérique, la documentation numérique sur des web, sur des sites. Et j'ai beaucoup participé dans ce domaine-là. Alors c'était une autre comment on dit, j'ai pris d'autres niveaux de savoir. Et je travaille aussi dans des applications de mobile, de portable. Et comment on essaye de rendre l'histoire très facile et avec l'outil de l'époque. Comment les jeunes puissent savoir l'histoire, leurs monuments, avec la technologie. Et ça, c'était très intéressant pour moi. Alors j'ai appris un autre niveau là de savoir. L'idée de Walk of Cairo ou le Caire à pied est une idée qui a été vraiment une inspiration pour Maïssa. Ça, c'était une idée, c'était à grâce, bien sûr, d'un événement important qui passait en Égypte, je crois, qui a marqué tout le monde. C'est la révolution de 2011, en 2011, le 25 janvier. Je crois, après la révolution, les gens commençaient de se connaître. Et ça commence des groupes, des gens qui se formaient ensemble, pas nécessairement des gens de tous les âges, sur les plans artistiques, c'est-à-dire des groupes de musique, de dessin,
et par conséquent, de découvrir le patrimoine. Et surtout là, dans les jeunes, ils voulaient découvrir leur identité. Je crois que c'était un de très bons côtés qui ont suivi la Révolution, tout ce qui s'est passé, tous les événements qui sont passés plus tard. Ils veulent savoir, ils viennent d'où, pour savoir, ils vont où. Alors, ça a commencé les pages sur le Facebook. Facebook a joué un rôle très important sur le plan, je parle du niveau culturel, ici. Et avec ces pages-là, j'ai commencé, moi aussi, j'étais une partie de ce mouvement-là. Et on a commencé de se contacter. Et je proposais que je suis guide, je connais un peu l'histoire, je peux vous aider pour savoir votre pays. Une chose là que je n'ai pas racontée, qu'en 2012, j'ai décidé de continuer mes études supérieures, c'est-à-dire de faire mon master. Au même temps que ma fille, elle faisait son master aussi. Alors moi et ma fille, on était ensemble en compétition. Qui va le faire, elle est dans l'anthropologie et moi j'ai commencé de faire ça, le master. Et je crois que le master, c'était pour moi un point tournant aussi, parce que je suis devenue une étudiante une autre fois à mon âge. Ma fille, elle avait 22 ans. Et moi, je ne vais pas dire mon âge à ce moment-là, mais c'est-à-dire une femme dans les 40, elle commence de refaire sa vie d'études. Et tous mes collègues, c'était des jeunes. Alors, c'était très intéressant pour moi. Et j'ai choisi après ça, pour faire le master même, ça c'était une préparation d'une année, en 2013, c'est de faire dans les études de patrimoine. Et c'était un master joint entre l'université de Helwan et l'université de Brandenburg en Allemagne. Et j'ai eu une bourse avec les jeunes et je suis allée en Berlin. Et c'était aussi un grand point tournant. Et j'ai vu là-bas aussi les city walk ou les tours à pied. Comment en Europe, là, c'est une chose très fréquente, très intéressante, que les gens se retrouvent dans un point, dans la ville, et commencent de découvrir la ville sur plusieurs niveaux. Pas nécessairement les monuments seulement. Mais à qui s'adressent ces tours? Alors, les city walks que je fais au Caire, c'est visé aux Égyptiens de tous les âges, qui viennent des différents quartiers. Et ces city walks, une grande majorité, je le fais avec un NGO, une association, et en même temps, c'est un bureau de restauration des monuments. Alors l'idée a commencé en 2014, que ce bureau-là, de restauration, il veut faire de la publicité de son travail. Il a fait la restauration d'un mausolée, ou d'une ancienne mosquée, ou d'une maison historique. Il voulait faire un tour tout autour de ce monument-là, que les gens connaissent le contexte de cette maison ou de ce monument-là. Alors j'ai commencé avec eux, et ils ont leur page de Facebook, ils font la publicité, la déclaration du tour, et des gens qui viennent du Caire, d'Alexandrie. Ce sont des événements. Ça a commencé par un événement annuel au cours desquels ils font beaucoup des activités. Une de ces activités-là sont les tours. Au fur et à mesure, les gens voulaient plus, de savoir plus. Pas seulement des informations sur le monument restauré, mais aussi sur les rues qui se trouvent à côté. Et on a commencé de penser de faire des thèmes, c'est-à-dire des tours basés sur un thème, sur par exemple les marchés anciens et quels sont les marchés qui existent jusqu'à maintenant au Caire historique. Je parle ici du Caire et je parle surtout du partie sud du Caire, du quartier qui s'appelle Khalifa. Le Khalifa qui en a à peu près la moitié des monuments du Caire islamique. On préfère de lui donner maintenant le nom qui est donné par l'UNESCO en 1979, le Caire historique, parce qu'il renferme pas seulement des monuments islamiques, mais des monuments
aussi chrétiens et tout. C'est-à-dire, il y en a, c'est vraiment le Caire qui a 1000 ans d'histoire. Maïssa Mustafa possède des aspirations et également des idées pour l'avenir du tourisme en Égypte. Dans le domaine, je vois que je vais continuer, c'est-à-dire comme quand j'ai voyagé à Paris ou à Rome ou en Berlin, ces tours-là n'arrêtent jamais. C'est-à-dire il y a toujours des visiteurs, on a certainement des étrangers qui viennent avec nous, surtout les étrangers qui vivent en Égypte, qui sont parmi des missions diplomatiques ou qui sont des étudiants ou des échanges entre l'Égypte et les autres pays. Alors, je crois que ça ne se termine pas parce que les gens veulent encore découvrir et découvrir. Et pas seulement découvrir, parce qu'une fois qu'on sache, on va être des membres actifs. Et les membres actifs, c'est pour garder notre patrimoine, pour le protéger. Pas seulement le patrimoine ici matériel, je parle aussi de l'immatériel, ce qu'on appelle les tangibles, intangibles, c'est-à-dire comment aussi aider les gens qui sont dans les quartiers où il y a les monuments, comment faire des activités, pas seulement l'aider, faire des activités communes avec eux. Parce que ces gens qui habitent dans des quartiers pareils, ce sont eux les gardiens du patrimoine même. C'est une chance que les gens se connaissent, se voient, parlent ensemble. Et à mon avis, ça, c'est un des meilleurs buts de ces tours-là. La découverte du patrimoine et de l'histoire de l'Égypte a fait que Maïssa est inspirée par la femme égyptienne, qui est le modèle de femme qui l'inspire. La femme ordinaire, c'est pas nécessairement une reine. Parce que quand j'ai lu beaucoup dans l'histoire, bien sûr, j'ai trouvé que la femme égyptienne ordinaire du peuple, c'était quelqu'un, c'était une femme de caractère, elle partageait dans la civilisation égyptienne d'une façon très forte, elle travaillait, elle possédait, elle vendait, elle achetait, elle avait le droit de garder son propre argent, elle a une part de l'héritage comme son frère exactement. Ce qui vraiment m'impressionne dans la civilisation égyptienne, c'était le droit naturel. Elle n'a pas même lutté pour l'avoir comme la femme actuelle. Ceux qui croient que la civilisation monte à crescendo dans une rampe ascendante, c'est pas vrai. La femme à l'Égypte ancienne, elle avait ses droits sans lutter parce que c'était un droit divin. Le Dieu, il a créé l'homme et la femme d'une façon égale. Alors je vois que tu vois sur les parois des tombes, des temples, par exemple, des artisans sur la vallée, si on va parler précisément, sur la rive gauche de Luxor, ou pas la rive gauche comme on parle en français, sur la rive ouest de Luxor, la femme et son mari, tous les deux, travaillaient dans les champs dans l'au-delà. C'est-à-dire, pour la résurrection, il ne peut pas ressusciter l'homme tout seul. Il doit ressusciter avec sa femme. Ils font les mêmes activités. Elle travaille, elle n'est pas assise, elle est un membre très actif. Chacun d'entre nous possède des peurs et des craintes. Quelles sont les craintes de Maïssa Mustafa? Mes craintes. Mes craintes que je veux que mes enfants ils vivent dans leur pays. Et les enfants de mes amis qui vivent en Égypte, ils ne vivent pas ailleurs. Ça c'est ma crainte que après on les a élevés en Égypte, la grande partie de nos enfants, un grand pourcentage, sont partis à l'étranger. Et ça, c'est une de mes grandes craintes, sur le plan personnel, du point de vue émotionnel, mais sur le plan aussi national. Si on perd nos jeunesses, quel sera le futur du pays? Le soleil et la lumière sont des sources d'inspiration, de joie et de bonheur pour Maïssa.
Je suis très facile pour être heureuse là. Mais ce qui me rend heureuse, c'est la lumière, le soleil de l'Égypte. C'est-à-dire, une fois, parce que je voyageais à l'étranger, quelquefois en Europe, tout ça, je suis restée quelques fois. Mais ici, ça me suffit de se réveiller le matin, de voir la lumière. Le Nil, toujours. Je ne parle pas d'une façon très, comme je suis une étrangère qui vit en Égypte, mais euh, plein de choses me rendent heureuse, bien sûr. Euh, je ne sais pas exactement, mais j'aime la nature, j'aime mon travail, j'aime beaucoup mes amis, j'aime beaucoup de choses me rendent heureuse. Ensemble, nous avons découvert la vie, la réussite et les aspirations de notre guide touristique Maïssa Mustafa. Ensemble, nous allons découvrir d'autres réussites au féminin. À la prochaine.